Et avec vous également 0826 300 300 Sud Radio Parlons Vrai. Les actionnaires en cette rentrée 2022 peuvent avoir le sourire. En France, les grandes entreprises cotées ont reversé plus de 44 milliards d'euros pour le deuxième trimestre de cette année à leurs actionnaires, montant record plus 33% en seulement un an. Alors, on va en parler, on va détailler tout ça avec nos invités, c'est important. On les remercie d'être avec nous ce matin. Lim Wannock, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, maître de conférence en économie à l'Université Paris 1, ancien député européen au Parti Socialiste. Et Jean-Philippe Delsol, bonjour. Bonjour Christine Bouillon. Bonjour, vous êtes avocat fiscaliste, président de l'Institut de recherche économique et sociale, l'IREF. Fiscal, pardon, excusez-moi, fiscal. C'est important parce qu'on va parler de taxation, vous avez raison. Absolument. Alors, avec vous deux, on va quand même expliquer à nos auditeurs, parce que la donnée brute comme ça est assez marquante, mais il faut rentrer dans l'explication de ces chiffres. Hein. Ce sont effectivement des chiffres faramineux, on va pas se cacher, mais c'est le résultat de l'année 2021, donc une sorte de rattrapage. Qui veut commencer sur ce sujet? C'est pas tant un rattrapage qu'une continuité, puisqu'en 2021, il y avait déjà eu 70 milliards en fin d'année de dividendes et de rachats d'actions qui avaient été redistribués aux actionnaires. Mmh. Là, on est au deuxième trimestre déjà à 44 milliards, donc ceux qui suivent un peu l'actualité financière prévoient que on va distribuer plus de dividendes en fin d'année que l'année dernière, donc c'est l'abondance. C'est l'abondance qui revient pour les actionnaires, pour provoquer un petit peu le président de la République sur le débat que vous avez initié il y a 5 minutes dans vos annonces. Oui, il y a une abondance pour les actionnaires, et en même temps, de l'autre côté, vous avez des salaires qui n'augmentent que de 3% en moyenne si l'on prend les négociations annuelles obligatoires du secteur privé, hein, donc 32% de plus en un an pour les dividendes et seulement 3% pour les salaires. Donc pour que nos auditeurs comprennent bien, il continue à se passer quelque chose dans le partage du gâteau, où ce partage du gâteau, le partage de la valeur ajoutée entre salaire et profit est toujours très favorable au profit. Hein. Les entreprises ont distribué, celles du CAC 40 ont distribué l'année dernière 130 milliards de bénéfices. Et ces bénéfices alimentent naturellement les dividendes qui sont versés aux actionnaires, en même temps que l'on demande des efforts aux salariés à l'heure où les prix montent. Et justement parce que les prix montent, et qui fixe les prix, ce sont les entreprises, notamment les grandes entreprises des secteurs qui sont particulièrement bénéficiaires aujourd'hui, l'énergie notamment, mais aussi les autres entreprises qui ont versé des dividendes. Donc, comme les entreprises augmentent leurs prix, elles préservent ainsi leur marge de profit au moment où les salariés font des efforts. Et les mesures pouvoir d'achat risquent de ne pas s'avérer suffisantes pour préserver le pouvoir d'achat des salariés. Alors, donc vous dites, vous, Lim Wannock, c'est effectivement pas un rattrapage. Qu'est-ce que vous dites, vous, Jean-Philippe Delsol? Excusez-moi, juste avant de vous laisser la parole, il y a un rattrapage pour les banques. Hein. Il y a juste un rattrapage pour les banques qui, l'année dernière, n'ont pas versé de dividendes à la demande et du gouvernement et de la Banque Centrale Européenne. Jean-Philippe Delsol, la lecture de ce chiffre en données brutes, hein, c'est-à-dire 44 milliards d'euros au deuxième trimestre, voilà le montant des dividendes, record. Alors il faut d'abord relativiser, parce que le deuxième trimestre, c'est le trimestre de distribution des dividendes de la quasi-totalité des grandes entreprises. Donc il faut relativiser. On n'est pas très loin non plus des dividendes de l'année. Mais ceci étant, pour ma part, je me réjouis. Je me réjouis que les entreprises marchent bien, que les entreprises françaises marchent bien. Et je suis toujours choqué par cette idée traditionnelle de la gauche que les entreprises ne devraient pas faire de bénéfices. Si elles ne font pas de bénéfices, eh bien, elles ne peuvent pas poursuivre et développer, investir. Si elles ne font pas de bénéfices, elles ne peuvent pas rémunérer leurs actionnaires. Et si les actionnaires ne sont pas rémunérés, ils n'apportent plus d'argent à l'entreprise, et l'entreprise ne peut pas donc engager des projets d'acquisition, d'investissement, etc. Alors, mon interlocuteur a parlé de partage du gâteau. Eh bien, moi, je vais vous parler du partage du gâteau.
Alors, je vais citer une étude qui a été faite par un institut ami, qui est l'Institut Molinari, très bien faite, cette étude en 2020 sur les résultats 2019. On pourrait la reproduire, on ne serait pas loin de ces chiffres, qui montrent que les entreprises du CAC 40, en 2019, ont versé à leurs 5 100 000 salariés 261 milliards d'euros de salaire, plus autres rémunérations d'intéressement et autres d'ailleurs. Elles ont versé, ces entreprises du CAC 40, 80 milliards à l'État, sous forme d'impôts de production, d'impôts sur les sociétés, etc. Je ne parle pas des charges sociales. Hein. Et elles ont versé aux actionnaires 42 milliards, aux actionnaires du CAC 40. Donc, en fait, les actionnaires, il y a en France 4 millions d'actionnaires, il y en avait 8 millions il y a une vingtaine d'années, hélas, il n'y en a plus que 4. Et il faudrait d'ailleurs retrouver une véritable base actionnariale pour financer les entreprises. Mais 4 millions quand même, eh bien, ces actionnaires, s'ils apportent de l'argent à l'entreprise, s'ils achètent des actions qui font vivre un marché d'actions et d'obligations, eh bien, c'est parce qu'ils sont rémunérés. Alors, ils sont rémunérés par des dividendes qui viennent après le reste. Parce que l'entreprise, elle paye d'abord les salaires et les impôts. Et le salarié, il touche son salaire de toute façon, alors que l'actionnaire, il touche son dividende s'il y a du dividende, s'il y a du bénéfice. Et parfois, ça marche mal. Je vais donner un exemple. Quand l'État possède des entreprises comme EDF, eh bien, EDF appartenait à l'État, il met EDF sur le marché, c'est une grande entreprise, EDF, en 2005, à un prix par action de 32 €. Et puis, il pilote très mal cette entreprise. L'État s'ingère dans sa gouvernance de manière indue. Et aujourd'hui, l'État rachète les actions d'EDF à 12 €. Alors, vous voyez, il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui perdent. C'est un aléa, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, ni pour les salariés, ni pour l'État. Donc, ça veut dire aujourd'hui que cette redistribution, elle est plus complexe que ce qu'on laisse entendre. Vous l'entendez, ça, Limoine-Noc, parce que ça fait des années qu'on parle de la redistribution, en tous les cas de taxer les super profits. Les entreprises cotées vont bien, tant mieux, pourrait-on dire. Mais effectivement. J'entends bien le discours des libéraux. Le seul problème, c'est que leur adage, les profits d'aujourd'hui doivent être les investissements de demain et les emplois d'après-demain, ne fonctionne pas. Les profits aujourd'hui ne servent pas à investir. Vous confondez, mon cher collègue, l'investissement et l'épargne. C'est pas parce que les détenteurs de capitaux achètent des actions que les entreprises investissent. L'investissement, c'est la formation brute de capital fixe. C'est le fait qu'on achète des entreprises, des usines, qu'on achète des robots, qu'on achète des machines, qu'on mette en face des travailleurs pour produire des biens et des services dans l'économie réelle. Or, ce n'est pas le cas. Les taux d'investissement restent relativement modérés en France. Vous prenez la courbe sur le long terme de ces 30 dernières années, même ces 40 dernières années où les politiques que vous préconisez ont été mises en place, le taux de marge des entreprises s'est redressé. Il est aujourd'hui, le taux de marge, c'est la part des profits dans la valeur ajoutée. Il a atteint un niveau record en 2021 de 35%. 35% du gâteau va aujourd'hui au profit, mais ça n'alimente pas l'investissement. Ça alimente la distribution de dividendes. Aujourd'hui, les 2/3 des profits alimentent la distribution de dividendes et les rachats d'actions. Et qui détient les actions et qui bénéficie de cette tendance? C'est pas 4 millions de personnes, comme vous dites. C'est l'étude sur laquelle s'appuie le reportage des journalistes. C'est l'étude d'Anderson qui montre que 62% des dividendes, des 44 milliards de dividendes là, sont perçus par les 0,1% les plus riches, c'est-à-dire par 40 000 foyers fiscaux. Et 4 000 foyers fiscaux, c'est-à-dire les 0,01% les plus riches, touchent 31% de cette manne. Et cette catégorie a son revenu qui est essentiellement constitué de revenus financiers et donc de dividendes. Donc on comprend pourquoi les inégalités sont accrues dans ce pays où les salaires stagnent. Encore une fois, les salaires augmentent de 3% alors que les prix augmentent de 6% et que la productivité augmente de 1%. Donc ça veut dire, je ne vais pas entrer dans la technique, mais que dans le partage
partage du gâteau, la part des salaires continue à s'abaisser, alors que la part des profits qui augmente n'alimente absolument pas l'investissement. C'est ça le problème macroéconomique qu'on subit aujourd'hui dans notre pays. Et si la tendance se poursuit, on va installer un climat qui est potentiellement récessif. Moi, je ne suis pas contre l'investissement, je suis pour que les entreprises investissent. Mais à la différence des 30 Glorieuses, elles ne le font pas. Aujourd'hui, elles versent essentiellement des dividendes pour faire grimper le cours en bourse des actions parce qu'on a changé de capitalisme. On n'est plus dans le capitalisme managérial des 30 Glorieuses avec sa version française, avec les entreprises stratégiques, avec le plan indicatif de l'époque, etc. On a détricoté tout ça et le capitalisme financier d'aujourd'hui, il est très peu dynamique. Ces deux secteurs moteurs en France, ce n'est plus que le luxe, parce que justement, les hauts revenus ont de quoi alimenter l'industrie du luxe, c'est le tourisme et puis c'est l'aéronautique. Mais vous enlevez ça, il n'y a plus d'industrie en France. Alors parce que les entreprises n'ont pas investi et ont délocalisé, très précisément. Je précise que dans le classement, source du journal Les Échos, c'est BNP Paribas qui arrive en tête, à la 6e place d'ailleurs du classement mondial, devant Sanofi, AXA et LVMH, pour pas dire le podium, mais quasiment le top 5 des entreprises françaises dans le top mondial. Alors Jean-Philippe Delsol et Limoine Nock, alors on voit bien que vous n'êtes pas sur la même issue de l'utilisation de ces dividendes, mais ce constat est mondial. Donc finalement, il faut plutôt s'en réjouir. Est-ce qu'il ne faut pas s'en réjouir que les entreprises finalement fonctionnent bien? Et est-ce que c'est pas facile de dire qu'en les taxant, on va résoudre tous les autres problèmes? Si vous permettez, chère madame, je vais d'abord donner quelques éléments de réponse à mon interlocuteur, avant que vous le réinterrogiez. Donc, je pense qu'effectivement, les entreprises n'investissent pas suffisamment en France, c'est vrai. Et pourquoi ne le font-elles pas suffisamment par rapport à d'autres pays développés et libéraux généralement? Bien parce que d'abord, c'est l'un des éléments, la fiscalité, les prélèvements obligatoires d'une manière générale sont trop élevés. C'est-à-dire que la part du gâteau, je reprends vos termes, que prend l'État est trop importante. Et de ce fait, les entreprises ont une part réduite pour réinvestir. Ceci dit, elles ne peuvent réinvestir, et là je ne suis pas d'accord avec vous, que s'il y a concours entre l'épargne et l'investissement, parce que pour investir, il faut des capitaux, c'est-à-dire qu'il faut prélever sur ces bénéfices une part qui va être investie dans des machines, des achats d'entreprises, etc. Et pour ce faire, il faut aussi avoir le soutien des capitalistes, c'est-à-dire de ceux qui mettent de l'argent dans l'entreprise et qui le font parce que l'entreprise va, il l'espère du moins, être capable de les rémunérer. Donc, je pense que, si vous voulez, ce qui est vrai, c'est que la France souffre effectivement, globalement, d'une difficulté qui est à la fois financière et, j'allais dire, presque morale. C'est-à-dire que, en fait, les Français aiment les entreprises, mais ils n'aiment pas qu'elles fassent de profit. Or, sans profit, elles ne peuvent pas poursuivre leurs activités. Et d'ailleurs, j'observe que les entreprises du CAC 40, qui font effectivement des profits significatifs, et tant mieux, elles font ces profits pour l'essentiel, plus de 75%, à l'étranger. Pourquoi elles le font à l'étranger? Parce qu'en France, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il faudrait que, en fait, la France ait un climat à la fois social, moral et financier, fiscal, qui soit plus favorable à l'entreprise. Alors, Limoine Nock, donc on évoquait cette question. Allez-y, répondez. Il ne vous a pas échappé que la première mesure prise par le gouvernement lors de la première mandature Macron, ça a été de supprimer l'impôt sur la fortune qui taxait très précisément la détention d'actions. La détention d'actions et d'obligations aujourd'hui n'est plus taxée dans ce pays. Il ne vous a pas échappé non plus que le climat... Vous parlez des actionnaires capitalistes. Des entreprises qui sont trop taxées. C'est eux que ça touche. C'est des personnes physiques qui achètent des actions et qui, au final, en récoltent les bénéfices. Donc, ça a été fait. Ça a coûté. Ça n'a rien coûté. 2 à 3 milliards. Mais on a supprimé dans ce pays
dans le même paquet fiscal, l'impôt sur les dividendes, il ne vous a pas échappé qu'il y a eu tout un lobbying fait auprès de la Cour de justice européenne et du Conseil constitutionnel pour faire en sorte que la taxation des dividendes soit rendue impossible en France. Et en 2017, on a supprimé l'impôt sur les dividendes. Ça a coûté 2 milliards. Il ne vous a pas échappé non plus. Il ne vous a pas échappé non plus que le gouvernement a également baissé l'impôt sur les sociétés. On ne va pas s'entendre si vous parlez en même temps. On vous entend avec les règles européennes. Donc, c'est pas ce que vous dites. C'est bien ce que je vous ai dit. Il y a eu un lobbying de la part des fonds de placement luxembourgeois et de l'Association française des entreprises privées auprès de la Cour de justice européenne pour aboutir à ça. Il ne vous a pas échappé que l'impôt sur les sociétés a baissé au cours de cette mandature. Il ne vous a pas échappé non plus que les impôts de production ont commencé à baisser et que l'un des projets, c'est de poursuivre l'entreprise. Donc, c'est nécessaire. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas un climat fiscal favorable aujourd'hui dans ce pays. Il n'a jamais été aussi favorable. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un divorce. Les entreprises sont parmi les plus taxées d'Europe. Il y a un divorce entre l'épargne et l'investissement. Justement, vous parlez de l'égalité entre l'épargne et l'investissement. On a une tendance à un excès d'épargne aujourd'hui. Les entreprises n'investissent pas dans l'économie réelle. Et elles ne le font pas, notamment parce qu'elles vont anticiper un climat morose où... puisque les salariés ont un pouvoir d'achat en berne, vous allez voir que les perspectives de croissance de demande vont être très, très réduites et que les entreprises, anticipant une demande plus faible, vont réduire leurs investissements et même détruire du capital. J'aimerais, parce qu'il nous reste quelques minutes avec vous deux, Jean-Philippe Delsol, avocat fiscaliste et président de l'Institut de recherche économique et fiscale. Avec vous deux, alors déplacer le terrain sur le plan politique. C'est on va dire une information qui se percute avec, vous l'avez dit au début de cet entretien, avec la petite phrase hier d'Emmanuel Macron qui dit c'est la fin de l'abondance, qu'il va falloir faire des efforts. Alors, est-ce que justement tout ça aujourd'hui, politiquement, est tenable à l'ouverture d'une rentrée que l'on annonce compliquée? Jean-Philippe Delsol. Manifestement, on va rentrer dans une période de difficulté pour différentes raisons. Bien sûr, le prétexte évoqué par tous, c'est la Covid et la guerre. En réalité, si nous rentrons dans une période difficile, c'est surtout parce que les États ont dépensé beaucoup plus que leurs ressources depuis des années, et que pour ce faire, ils se sont endettés énormément et ils ont fait marcher indirectement la planche à billets. Ce qui a été finalement une sorte de réservoir d'inflation que nous subissons aujourd'hui. Donc les difficultés, ce sont les États qui les ont créées. Je dois ajouter que quand les États font des efforts, ils en reçoivent le prix. Et d'ailleurs, si je l'ai dit et je le répète, il n'y a pas eu de suppression d'un impôt sur les dividendes, mais il y a eu, sous le mandat d'Emmanuel Macron précédent, une forfaitisation de l'impôt à 30% sur les dividendes et les produits financiers d'une manière générale. Tout le monde, et la gauche en particulier, a crié des cris d'orfraie, a poussé des cris d'orfraie en considérant que l'État allait y perdre beaucoup d'argent. C'est l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que au-delà d'un certain seuil, quand on baisse le taux d'impôt, le produit de l'impôt a plutôt tendance à augmenter parce que les gens se sentent plus libres et parce qu'il y a donc une sorte d'incitation à la distribution de dividendes, à la dépense, à l'investissement. Et donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut pour que les entreprises investissent en France, car le problème, c'est qu'elles investissent beaucoup, nos entreprises. Sinon, elles ne se développeraient pas, elles ne feraient pas de bénéfices. Mais pour qu'elles investissent en France, eh bien, il faut rendre liberté et climat favorable aux entreprises. Votre réponse de votre côté, Limoinoc, est-ce qu'aujourd'hui, sur le terrain politique, il y a un débat qui doit s'ouvrir? En tout cas, il est déjà ouvert, mais on voit bien que, on va dire, on est dans une grande différence philosophique entre, par exemple, ce qui avait été débattu au moment de l'ouverture de la session parlementaire en juin-juillet sur la taxation des superprofits. L'histoire de la fin de l'abondance présage le retour à l'austérité. C'est effectivement la fin du quoi qu'il en coûte qui risque d'être prononcée. Mais l'austérité, mais pour qui? La dette s'est creusée récemment à moitié à bon escient
parce que elle a permis de relancer la croissance après la crise de la Covid, et ça montre bien que les dépenses publiques provoquent un effet multiplicateur, puisque nous avons eu une croissance à 7% quasiment l'année dernière, qui a permis d'engendrer des recettes fiscales et une petite cagnotte fiscale qui permet de financer les mesures pouvoir d'achat de cette année. Mais la dette s'est également creusée au cours de ces 30 dernières années, non pas parce qu'on a fait du social, ça se saurait, il n'y aurait pas les gilets jaunes dans la rue, non pas parce qu'on a fait du social, parce qu'on a fait ce que les techniciens appellent de la dépense fiscale, c'est-à-dire que l'on a baissé les impôts de catégories fortement contributrices, et notamment les ménages les plus aisés et les entreprises. Et est-ce que ceci a eu une répercussion sur l'investissement et la croissance ? C'est le débat que nous avions tout à l'heure. Non, cela n'a pas relancé l'investissement. Et donc, il y a un vrai sujet de politique économique aujourd'hui. Si on veut organiser les relocalisations, il faut que l'État stratège remette son nez dans cette affaire, parce que les grandes entreprises françaises sont aujourd'hui tenues par des rentiers dont le seul objectif, c'est de maximiser la valeur en bourse des actions qu'ils détiennent. Merci à tous les deux pour ce débat contradictoire. J'observe que vous ne nous donnez pas de droit de réponse. Si, allez-y. On a le temps. Allez-y. Alors, je vous remercie. Jean-Philippe Delsol. Parce que je pense d'abord qu'il faut rectifier le fait que la croissance à 7% de 2021 n'était qu'un petit effet de rattrapage par rapport à la baisse de croissance de plus de 8% de 2020. Et donc, ça n'est pas une croissance en réalité. Et la fin de l'abondance, et je vais être très court, la fin de l'abondance est une sorte de volonté des Verts de soumettre les hommes de ce pays à leur diktat et de vouloir les faire revenir à la préhistoire. Bon, écoutez, on ouvrira le débat et vous serez les bienvenus une fois prochaine sur l'antenne de Sud Radio sur ces sujets qui nous concernent tous, évidemment. Lim Wang-Nok, maître de conférence en économie à l'Université de Paris, ancien député européen socialiste, et Jean-Philippe Delsol, avocat fiscaliste et président de l'Institut de recherche économique et fiscale. Merci d'avoir été avec nous dans cette première partie, le débat de l'été. Dans un instant, la question pour comprendre, avant de parler avec nos débatteurs, l'Europe est confrontée à sa pire sécheresse depuis 500 ans. Il faut mettre ça au conditionnel, mais l'heure est-elle grave, vraiment? On en parle avec notre invité climatologue et directeur adjoint de l'Institut Pierre-Simon Laplace, Olivier Boucher. Il est notre invité, à tout de suite.